Un dicton arabe affirme que le Sahara est le jardin d'Allah. Le Dieu des justes y aurait enlevé toute vie humaine afin de pouvoir disposer d'un espace où cheminer en paix. Il y a 8000 ans, le Sahara était parsemé de lacs et de pâturages, habité par des éleveurs de vaches, des pêcheurs, des chasseurs de girafes et de rhinocéros. Dispersés à l'extrême dans les oasis et dans les zones de montagne, là où il y a de l'eau, les hommes se sont appropriés d'immenses territoires, des espaces refuges aux maigres ressources, défendus contre tout envahisseur. Avant de partir à la rencontre de ces hommes et de ces femmes disséminés aux quatre coins du plus grand désert du monde, les équipes d'Okavango se sont rassemblées à Bilma, sur l'une des plus vieilles pistes transsahariennes reliant le lac Tchad à la Méditerranée. Depuis des siècles, il existe dans le désert un produit plus précieux que l'or, le sel. Les hommes ont creusé des cratères profonds pour retrouver l'eau salée de la nappe phréatique et construire des bacs d'évaporation. Le sel est ensuite pulvérisé, mélangé à du sable et de l'argile, puis moulé sous forme de grands pains coniques, les cantous, ou de petites galettes, les fauchis. Ainsi se fabrique le natron, cette pierre à lécher indispensable pour que le bétail résiste à la transpiration. C'est pour l'acquisition de ce sel que quelques poignées d'hommes traversent encore le désert, perpétuant en marge de la modernité un des plus vieux commerces de l'Afrique. Les Touaregs l'appellent Tarlam, la caravane du sel. Merci Malik. Comment on dit en tamatchek, qui est la langue touareg, santé? Achoucha. Comment? Achoucha. Alors santé, Achoucha. C'est assez incroyable quand on sait géographiquement où l'on se trouve. On se trouve à peu près à 1400-1500 km au nord-ouest de Niamey, qui est la capitale du Niger, au fin fond du Sahara, de voir une telle concentration de vie. Mais c'est le propre de toutes les oasis. Les hommes, évidemment, et la vie s'y développent. Bonsoir. Il n'était pas question de conclure l'itinéraire africain d'Okavango sans consacrer une étape à l'un des univers minéraux les plus fascinants et les plus exceptionnels de la planète. Comme le dit Théodore Monod, c'est le plus grand, le plus beau et le plus parfait des déserts, c'est le Sahara. Mais ce qu'Okavango voudrait faire ce soir, c'est mettre en lumière ces peuples du désert qui sont un pan de l'humanité exceptionnel au crépuscule du XXe siècle, cette culture du nomadisme qui tranche d'une manière exceptionnelle avec l'ensemble de la planète qui, évidemment, elle tend vers la sédentarisation et vers une forme regrettable peut-être de culture unique. Ce sont ces hommes et ces femmes qui arpentent le désert que nous allons accompagner ce soir. Allez, on va aller rejoindre l'équipe d'Okavango et définir les itinéraires de ce soir. Ça n'existe plus cette réserve, et puis c'était une réserve à cause des Adax. Ça va Pierre-Marie? Ça va. Avec Pierre-Marie de Coudras, qui est géographe à l'université de Bordeaux. Alors pour évoquer le Sahara d'hier et le Sahara d'aujourd'hui, on va se diviser en 3 équipes. Pendant que nous sommes ici, Monique Brandili, qui est une autre scientifique d'Okavango, qui est ethnomusicologue, est en train de se diriger avec le Catalina vers le Tibesti, à la rencontre des Toubous, et elle va assister à une cérémonie qui est excessivement rare. À l'intronisation du Derdé, qui est l'autorité suprême. On peut parler d'autorité suprême sur l'ensemble des Toubous. Et pendant ce temps, Liman, Malik et moi,
On va aller à la rencontre de ces témoignages qui attestent de ces changements de visage du Sahara et notamment ce que l'on pourrait appeler des chroniques rupestres, car le Sahara regorge de peintures rupestres qui montrent que le Sahara était peuplé différemment. Dans les témoignages mis à jour dans le désert, les plus impressionnants vont nous ramener entre 150 et 120 millions d'années en arrière, près d'Agadez, dans un site qui s'appelle Gadoufawa, qui a été découvert relativement récemment, et qui atteste qu'à cette échelle du temps-là, alors là pour le coup le désert était comme un grand jardin exubérant, au milieu duquel gambadaient des dinosaures. Et vous allez jouer avec une autre échelle du temps et une autre échelle d'espace, qui est évidemment plus propre aux gens du désert, avec une caravane qui va partir de Bilma. On part de Bilma, c'est un rythme à pied, avec la caravane de chameaux, la caravane qui vient chercher le sel à Bilma, qui quitte la zone du Kawa pour rejoindre Fachi, pour rejoindre l'Aïr, et ensuite des zones qui sont beaucoup plus loin, le pays Haoussa, puisque le sel est destiné aux animaux qui, eux, sont dans des zones plus humides, au bétail qui est élevé plus au sud. D'accord. Alors, en tout cas, ce qui est amusant, c'est qu'il y a un proverbe touareg qui dit que l'homme a inventé la montre et Dieu a inventé le temps. Nous allons rester avec nos montres et nos moyens modernes, et vous allez rester avec le rythme du désert, c'est-à-dire avec le temps, et on se retrouvera tous à la fin. Entre novembre et février, quand les températures sont plus fraîches, arrivent les grandes caravanes. 4 ou 5 jours de repos suffisent pour négocier le sel et soigner les dromadaires que tout le monde appelle ici chameaux. Les pains de sel doivent être soigneusement emballés car un cantou brisé perdrait la moitié de sa valeur à l'arrivée. Les crottes de chameau ramassées par les enfants seront utilisées comme combustible. Pour rejoindre le pays des Touaregs, 400 km plus à l'ouest, Pierre de Coudras va accompagner la caravane de Mohamed Ixa, grand guide de l'Aïr et du Ténéré. Il y a une caravane de, je pense, de 50 chameaux. Là-bas derrière, il y a 100 peut-être. Là-bas, il doit y avoir, je sais pas, une 60, 70. Et les groupes qui sont venus ensemble repartent ensemble. Maintenant, ça dépend des chargements. Les premiers qui chargent, ils partent doucement et puis ils se retrouvent après beaucoup plus loin. Sans attendre les autres? Non. S'il est en retard, il est obligé d'accélérer, d'avancer. Et les autres ne l'attendent pas? Non, non. Non. Dans la caravane, là, toi, tu as combien de chameaux? 20. 20 seulement? Ouais. Donc c'est un petit groupe qui va après partir? Oui, on va se séparer après. On va se séparer? Oui. Et on va aller en direction de l'Aïr. Vers Timia? Vers Timia, oui. Et ces 20 chameaux, qui c'est qui les a organisés? C'est la famille de Mouner, les jeunes hommes qui est avec nous, là, les Mouner. Mouner plutôt. Aidez. Il est où? Il est là, il va arriver. Voilà, c'est lui, Mounir. Donc Mounir, c'est l'apprenti alors? Oui. Est-ce qu'il va à l'école, Mounir? Non. Il va pas à Il fait l'école? l'école des caravanes maintenant. Seulement l'école des caravanes? Oui, oui. Bon, il fait l'école de la vie alors? Oui. L'équipe d'Okavango, guidée par Liman et Malik, arrive dans l'oasis de Shirfa, à 300 km au nord de Bilma. Aujourd'hui, le sable a pris possession de cette ancienne place forte de l'armée française. Pour l'opération Okavango, qui doit rejoindre le massif de l'Aïr, à 400 km plein ouest, c'est l'ultime point d'eau avant la traversée du désert des déserts, le Ténéré. عليكم السلام بقعد صغير الخير ويوان انا غير نقول يا مطهر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ايوه الخير نقول يا وي وي غرا ساعات ارالي ارد تاسو Quel puits je peux utiliser, Bakoy?
Ah, il faut utiliser celui d'ici. Celui-ci, c'est le meilleur? Oui, oui, c'est le meilleur que plus les autres. Ça va aller peut-être, oui, oui. Le ravitaillement en eau va prendre plusieurs heures. Nicolas et Didier Hémin en profitent pour aller survoler les villes abandonnées du Djado. Contact. Ouais, allez, allez. Vas-y, vas-y. C'est en prenant un peu de hauteur comme cela que l'on prend pleinement conscience de l'incroyable isolement géographique de Shirfa, cette oasis du bout du monde, l'ultime recours pour les caravaniers. Ce qui est insensé, et c'est un témoignage qui vient s'ajouter aux nombreux témoignages qui attestent que le Sahara a de nombreuses fois changé de visage et que notamment le Sahara a été une région beaucoup plus humide que maintenant, car l'eau que l'on trouve ici à quelques mètres sous le sable est une eau fossile. Ça n'est pas dû aux précipitations actuelles qui sont bien trop faibles pour pouvoir créer de telles poches d'eau. C'est de l'eau fossile qui date du néolithique, c'est-à-dire entre 1000 et 7000 ans avant Jésus-Christ, évidemment dont bénéficient les rares visiteurs du désert. Le Djado, c'est haut plateau déchiqueté et délabré par le vent armé de sable et aussi par les changements climatiques et les grands chocs thermiques actuels du Sahara, car dans le Tibesti, la température est descendue à moins 18 degrés lors des nuits d'hiver et on a enregistré une température en plein été de 80 degrés centigrades. C'est vous dire que ces chocs thermiques, évidemment, sont des armes redoutables pour l'érosion. On va rejoindre la citadelle de Djado et celle de Djaba. Ville fantôme entourée d'un demi-cercle de mares, Djado ressemble à une termitière géante. Elle est la preuve d'un peuplement ancien de cette partie de la transsaharienne appelée Kawar. Depuis les Romains qui importèrent le chameau d'Asie mineure au IIIe siècle de notre ère, des milliers d'hommes sont passés par ce point de contrôle du commerce caravanier. Didier, si tu me reçois, je vais me poser au Djado. Si tu veux, tu continues ton vol peut-être vers Djaba. Et je vais visiter la forteresse à pied. À tout à l'heure. Au-delà de l'aridité et des sables se trouve un pays où l'on chemine d'îles en îles, des lieux où l'on trouve du sel en abondance et des maisons bâties en pierre de sel. Les hommes qu'on y rencontre sont des troglodytes. C'est ainsi qu'Hérodote présentait au 5e siècle le Djado et ses habitants. Ici, tout évoque le grouillement humain et il y a toujours beaucoup d'émotions à se promener ainsi, tout seul, dans des lieux jadis habités et brutalement frappés de silence et de mort. Vers le haut s'élèvent des vestiges de tours de garde, de créneaux et de remparts, qui ne sont pas sans rappeler ces villes fortifiées, les Ksars, que l'on trouve en abondance du Maroc jusqu'au Proche-Orient.
Les maçons ont utilisé les rares matériaux disponibles, ce qui explique que toutes les armatures soient en troncs de palmier dattier. Bien des histoires circulent sur les Ksars du Djado. Les gens d'ici attribuent la fondation de la ville à des géants, les So'o, qui auraient été les premiers habitants de la Terre. D'autres disent que c'est la prolifération des moustiques qui a fait fuir les derniers occupants. En réalité, Djado fut certainement un enjeu extraordinaire et les hommes se sont battus ici pour ce point d'eau. Au cours des siècles, les Arabes du Nord disputèrent le contrôle de la piste aux populations noires, les Kanouris du lac Tchad. La ville fut ensuite régulièrement soumise au pillage des Toubous de l'Est et des Touaregs, eux, venus de l'Ouest. Les rivalités entre les hommes et l'insécurité obligèrent les habitants, sans doute à la fin du XIXe siècle, à abandonner définitivement Djado. Comme des sentinelles gigantesques, se dressent des aiguilles rocheuses aux formes étranges, sculptées par les vagues de sable qui viennent y déferler depuis des millénaires. C'est dans le Tibesti, au Tchad, que culminent à plus de 3000 mètres les plus hauts sommets du Sahara. Le Catalina survole de grands volcans, des zones d'écorce terrestre fissurées, effondrées même, comme ici au Trou au Natron, gigantesque caldeira de 6 km de diamètre au pied du pic Toussidé. Dans ce milieu naturel grandiose et difficile, les Teuda, que les étrangers appellent Toubous, ont développé une civilisation profondément originale. C'est très long d'arriver jusqu'en vue du massif. Même en avion, on a comme ça la notion de cette distance énorme qui a tenu cette population à l'abri des influences extérieures pendant très longtemps. Même la colonisation a été courte chez eux. Les premières garnisons françaises permanentes, c'était en 1913. En 1914, inutile de dire qu'elles sont parties pour vaquer à d'autres occupations. Et ensuite, c'était en 1932. Et en 1960, c'était l'indépendance. Ça fait une très courte période. Et ça a toujours été sous administration militaire de troupes méharistes qui n'ont donc jamais essayé de détruire la civilisation. Par exemple, les tribunaux coutumiers ont continué à fonctionner pendant tout le temps de la colonisation. Ce qui fait que la culture locale a pu évoluer à son rythme sans trop de contraintes, même en temps de colonisation. Le Catalina atterrit à Zouar, village où a toujours eu lieu la cérémonie de l'intronisation du Derdé, une très ancienne tradition toujours vivace. L'opération au Kavango est autorisée à y assister grâce à Monique Brandilly qui étudie la société des Teuda à travers leur musique depuis près de 40 ans. Nous sommes très contents et je vous remercie infiniment pour votre arrivée ici. Et tu dis, nous le remercions beaucoup de nous accueillir comme ça pour sa cérémonie d'investiture.
La cérémonie rassemble de Tedda venant de Libye, du Niger et du Tchad, et c'est un privilège rare de pouvoir y assister, car il n'y a eu que 2 intronisations depuis le début de ce siècle. Le Derdé étant nommé à vie, chacun d'eux ne peut être intronisé qu'après la mort de son prédécesseur. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وكان الله عليما حكيما. Maï Barcaï, le nouveau Derdé, a passé la nuit caché dans une tente près de l'arbre sous lequel doit se dérouler la cérémonie. Au matin, après l'avoir coiffé du double turban, principal symbole du pouvoir, on le sort à bras d'homme sans que ses pieds touchent le sol pour le présenter au regard de tous. Ses 2 épouses, portées par des femmes, sont placées à ses côtés, dissimulées par des pagnes pour la circonstance, alors que dans la vie quotidienne du Tibesti, les femmes ne sont pas voilées. Dès que le Derdé est monté sur le lit, selon l'expression locale, sa nomination est irréversible. Chacun doit alors jouer des coudes pour réussir à toucher le turban, signe du pouvoir, mais aussi de protection pour l'ensemble de la population, donc porteur de chance. Le Derdé est choisi par l'ensemble de la population dans 3 familles, à tour de rôle, pour éviter que des dynasties ne s'installent dans le pouvoir de père en fils. Il y a donc absence d'automatisme, choix et concertation, et on ne peut dénier à ce système une bonne part de vraie démocratie, mais selon un modèle tout à fait différent de celui des démocraties occidentales. Le soir, la fête s'organise autour des forgerons musiciens. Ils accompagnent la danse avec des chants de louanges au son du tambour kidi qui est la marque de leur caste. Les familles, mises à l'honneur, arrosent littéralement de billets de banque les musiciens qui chantent leurs louanges. La caravane a rejoint Fachi, l'oasis la plus au sud du Ténéré. Bâti face au néant, c'est l'escale obligatoire, le premier point d'eau sur la piste interminable vers Agadez. On raconte que le village fut créé par un marabout qui avait décidé, après une longue route, de bâtir une cité là où son chameau s'arrêterait. Depuis Bilma, 3 jours se sont écoulés. 5 à 6 heures auraient suffi pour couvrir la distance avec un camion. Mais un camion, c'est du carburant à trouver, une mécanique à entretenir, des pièces de rechange à acheter. Alors les chameaux, parce qu'ils ne coûtent rien, ont sans doute encore de beaux jours devant eux. Un proverbe dit que Dieu, après avoir inventé le désert, répara son erreur en créant le chameau. Et tu vois, les salines ici, là, ne sont pas la même chose que celles de Bilma. Que celles de Bilma, mais l'eau que tu vois là, c'est le vestige d'un lac très ancien. Très ancien. Peut-être qu'il faisait une vingtaine de kilomètres de long. D'ailleurs, il y a des argiles, il y a des poissons, des squelettes de poissons dans des argiles à côté. Et les gens, quand ils sont ici en train de travailler le sel, ce sel est sur cette eau et sur une pellicule d'argile qui est très fragile. Les gens font très attention de ne pas la percer. Donc l'eau reste sur cette pellicule imperméable et on attend que l'évaporation se fasse. Mais le sel n'est pas la même chose. Elle est de meilleure qualité à Bilma. Oui, bon, le sel est certainement pour les gens, pour les caravanes, le sel est de meilleure qualité à Bilma. Tu vois, c'est un petit peu glissant, mais c'est le soleil qui fait tout le travail ici, hein, de toute façon.
Salam alaikum. Kena lahia. Najki. Alhamdulillah. Ina harakoki. Nawa ne wannan? Chicago ma? A'a. Dauke zaro shi mu gani. Daga shi mu gani haka. Ko yau ni? To shi mu gani. Mohamed a acheté quelques pains de sel supplémentaires. À Fachi, la caravane a retrouvé les provisions et le fourrage déposés à l'allée. La halte n'est jamais très longue et le matin sera celui d'un nouveau départ. Les hommes marchent plus de 15 heures par jour en montant très peu sur leurs chameaux, par orgueil vis-à-vis des autres, parce que ce serait un aveu de fatigue. Faire la caravane, c'est comme accomplir un parcours initiatique. Et le voyage est aussi intérieur. Dans le jardin de Saint-Exupéry, que de temps pour rêver. L'échelle du paysage est telle que l'homme est réduit à une dimension insignifiante. Et si l'impression de liberté est aussi forte, c'est probablement parce qu'elle est acquise à force de renoncement. Il ne s'arrête jamais, même pour boire. Car prendre l'eau dans les outres et la porter aux autres, c'est le travail des apprentis. Tout est simplifié à l'extrême, jusqu'à la prière. Sinon, s'il s'attardait, il ne rattraperait pas les chameaux. Est-ce qu'il y a des risques de se perdre avec une caravane? On connaît des exemples de caravanes qui se sont perdues? Ça peut arriver. Bon, ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'une caravane qui est complètement perdue, qui ne s'est pas retrouvée après. Mais perdre son chemin, ça peut arriver. Les caravaniers se repèrent comment? Ils ont d'abord un bon sens d'orientation et par les cordons de dîne et le sens d'orientation de dîne. Oui, la couleur du sable aussi. Les couleurs du sable, le relief du sable aussi. Oui, les traces dans le sable qui sont laissées par le vent. Voilà. Monique Brandilly, avec l'équipage du Catalina, quitte les hauts massifs du Tibesti au Tchad pour rejoindre Agadez au Niger, où elle doit assister à un guéréwol, fête traditionnelle des nomades Peuls. Thierry, pour Nicolas, tu me reçois? Ouais Nicolas, je te vois dans mon rétroviseur, là, je te vois dans mon rétroviseur. Ouais, sois prudent, hein. Ok, écoute, pour l'instant, j'avance à 70 km/h dans le vent, ce qui fait que par rapport au sol, je dois être un peu moins rapide, parce que je dois avoir 20 à 30 km/h de vent. En langage tamatchèque ténéré, ça veut dire rien. Et là, je vous confirme que il n'y a rien sur 360 degrés. On a l'impression d'être au pôle nord du chaud. Un cercle parfait sur l'horizon. S'il est dans le désert des endroits qui ne ressemblent à aucun autre, le nord du Ténéré est bien de ceux-là. Ici, il faut tout apporter, même son ombre. C'est probablement dans cette zone d'épandage d'un grand fleuve aujourd'hui disparu que l'on ressent la plus grande sensation d'isolement de toute la région. La faune et la flore y sont inexistantes. Nicolas, à bord du Swift, le plus petit planeur motorisé, guide les camions. Mais les vraies difficultés sont pour demain, quand il faudra trouver le passage dans les grandes dunes de Témet qui séparent le Ténéré de l'Aïr. Ça, c'est quelque chose de très très important chez les enfants nomades, quoi. Ils n'ont aucune éducation, sauf leurs parents, quoi. La mère. Toute transmission de votre expérience et de votre connaissance se fait en fait d'une manière orale, et parce que les enfants participent petit à petit aux caravanes, et là ils font l'école de la vie. La vie pour vous, c'est le déplacement, quoi. C'est le déplacement, oui. Les nomades, ils vivent au gré des pâturages et au gré des bonnes saisons.
Et en fonction donc de tous ces déplacements, chaque fois il y a des éléments d'éducation qu'on transmet à l'enfant. Tu échangerais ta culture contre une autre? Pas du tout. Pas du tout. Et tu es inquiet pour la pérennité de la culture touareg telle qu'elle existait et telle qu'elle existe encore? Bon, ce qui est certain, c'est que le nomadisme n'est pas prêt de mourir. Il y aura encore du nomadisme. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une partie des nomades qui va se sédentariser, ce qui a commencé d'ailleurs avec le début des années 70 et l'installation des sociétés minières en pied dans les zones nomades. Mais il y aura l'autre partie qui restera nomade pour encore plusieurs dizaines d'années. Ça, c'est quand même certain. Ce qui a été terrible pour les Touaregs et pour tous les nomades, c'est que la période post-coloniale vous a mis dans votre territoire des espèces de cicatrices qui sont les frontières actuelles et qui, en réalité, ne correspondaient pas du tout à votre culture. Et c'est bien le problème des... Ça, c'est un grand problème. En fait... parce que quand on regarde ce qu'est le territoire touareg, ça s'étend sur quoi? 4 États? 5 États? 5 États. Il y a quoi? Mauritanie, Mauritanie, Algérie, le sud de l'Algérie, Mali. Il y a un peu aussi au Burkina. Et Niger. Au Niger. Libye aussi. Et Libye, 6 États. 6 États. Il n'y a pas d'archives sur l'histoire touareg. L'écrit a toujours existé ou il est très récent, l'écrit touareg? Ça, c'est normal qui sait bien. En fait, l'écrit touareg existe, mais ça n'a pas été utilisé, ça n'a pas été rationalisé. Les Touaregs ont une écriture qui s'appelle les Tifina, mais ils n'ont jamais pensé à écrire leur histoire. Par contre, ils avaient gravé des chameaux, des animaux, leur vie quotidienne, les scènes de la vie quotidienne sur des rochers. Et c'est ça qu'on va trouver plus loin. Et c'est ça qu'on va trouver plus loin. Et ça va nous dire que les Touaregs étaient passés par là, même s'ils n'avaient pas laissé un grand bouquin dans lequel ils avaient tout écrit. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'histoire touareg est gravée dans le désert et que le livre de l'histoire touareg est un livre à ciel ouvert. À ciel ouvert, ouais. Et c'est le plus beau et le plus grand livre du monde. Ouais. Et qui est toujours fouetté par le vent, en fait. Il y a toujours le vent qui passe là-dessus. Quand la nature se fait artiste, à la frontière de l'Aïr et du Ténéré, à droite, le territoire des Touaregs. Les grandes dunes de Témet, sans aucun doute ce qu'il y a de plus beau dans cette région du Sahara central. Ces lignes courbes qui tentent, au gré du caprice des vents, d'épouser leur direction. Ces longs S. Et lorsque l'on sait le chemin parcouru par toutes ces minuscules petites villes
qui sont autant de grains de sable qui au fil du temps modèlent ce que la nature peut faire de plus beau. Ok, écoute, je pense que j'ai trouvé la bonne passe. Vous continuez au cap 180. Normalement, c'est roulant partout là. On doit pouvoir rentrer dans la Hire là, à cet endroit-là. Tu m'as reçu, Thierry? Oui, reçu. Écoute, je vais essayer là. Il y a un petit col, je vais essayer de monter. Tu as reçu, Thierry? Ouais, c'est reçu, mais c'est pas sûr que ça passe. Thierry, ça passe pas là où tu es. Tu peux essayer. Essaye à droite. Je me reprends à gauche. À mon avis, ça passe à droite. À mon avis, là, tu vas pas passer avec le camion. Ok, écoute, je vais faire une tentative ailleurs là. Ouais, Nicolas, t'essayes de me diriger. Ici, il n'est passé personne là depuis des lustres, il n'y a pas l'ombre d'une trace et je sais pas trop où je suis. Tu arrives à passer là parce que là, je vois pas d'autre endroit. Mais de toute façon, là, c'est bon. Maintenant, tu prends l'axe sur le piton et vous gardez cet axe-là. Mais vous aurez encore une tête qui pourra contourner par là. Droite et pas par la gauche, reçu. Et quand tu vois un gros iceberg, c'est que vous êtes arrivé. Hein. Ok, moi je vais partir devant maintenant parce que j'ai plus beaucoup d'essence. Je vais vous attendre plus loin dans la passe, Thierry. C'est la bonne passe? Oui, super. Quand j'ai volé là, en fait j'ai voulu me poser à côté mais j'ai eu une panne, je pense, ou d'essence ou de moteur juste avant, juste derrière la butte là, il y a un tout petit campement Touareg. Il y a j'ai vu quelques chameaux, quelques chèvres. Je serais curieux d'aller voir qui habite là et comment les gens vivent. Oui, on peut aller voir. Ce sont des Touaregs forcément. Oui, c'est des Touaregs. Il y a des Touaregs. Il n'y a que des Touaregs, ouais. C'est sûr que c'est des Touaregs. Il n'y a personne parce que je pense que les gens vivent plutôt dans la montagne. C'est vraiment, il doit être le seul. On va voir. Allez. Tu vois les petits chameaux là, il ne faut pas qu'ils têtent. Donc il faut toujours qu'il y ait quelqu'un entre eux et leur maman. Pourquoi? Sinon ils vont téter et puis le soir à la maison il n'y aura pas de lait quoi. Donc il a un troupeau de chamelles, il a des chèvres et des moutons. Ah, ça c'est le campement. Salam alaikum. Uyuan. Matola. Salam. Godem. Majandua. Salam. Majandua. Salam alaikum. Salam. Godem. On s'assoit. Là où vous êtes dit quoi? On a demandé
la santé, le climat, est-ce que tout le monde va bien, est-ce que la famille, oui, les parents et toutes les connaissances, toute la communauté, ça va, quel est l'événement important qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé de grave et tout. Donc on a fait un peu le tour d'horizon de toutes les nouvelles. Tu peux lui demander s'il est juste en déplacement ici ou s'il habite ici tout le temps? Non, il dit ici c'est chez lui, il est permanent ici. Comment il se nourrit? Et où est-ce qu'il trouve de l'eau? Je passe près de 9 mois ici, surtout en hiver quand il fait froid. Il y a un petit puits. Mais l'été, quand l'eau s'épuise, je me rapproche du puits de Tagadjid dans la montagne. Et quand j'ai plus de provisions, je vais à Arlit échanger des produits contre du fromage, du bétail, de la viande séchée. Il va dans le Ténéré quelquefois? Oui, je vais parfois à Djanet, une oasis du sud algérien. Et pour s'y rendre, je dois traverser les cordons de dunes du nord Ténéré. Et puis, je dois aussi faire de temps en temps le voyage du sel, jusqu'à Bilma ou Djado. Et toujours en chameau, je ne me déplace qu'à dos de chameau. Demande-lui, ses enfants, ils ont déjà été à l'école? Non, ils n'ont jamais été à l'école. C'est lui qui leur apprend la vie? Mes enfants sont nés ici, entre ces dunes et ces montagnes. L'école, c'est moi qui leur apprends. Je suis un éleveur. Je leur apprends le métier d'éleveur, à s'occuper du bétail. Mais les autres connaissances, j'en sais pas grand-chose, je ne leur apprends pas. Comment ils se soignent quand ils ont des problèmes de santé? On a notre propre médecine traditionnelle. Mais quand la maladie est vraiment très très grave, il faut évacuer à dos de chameau, jusqu'à Arlit, à 300 km. Mais de toute façon, c'est Allah qui sauve les gens. Je te remercie de toutes tes explications. Nous, on va retourner au camp. Il dit merci de leur avoir rendu visite. La maison, c'est le tombeau des vivants. C'est par cette phrase que le Touareg m'a dit adieu. Il fait partie de la tribu de ceux qui habitent les premières dunes, cette terrible frontière entre l'Aïr et le Ténéré. On les appelle Keltédélé, ceux de la limite. En quittant les grandes dunes de Témet, je réalisais que ma route avait croisé les derniers hommes bleus du Ténéré, une société qui, ne possédant rien, avait la dignité de ceux qui sont riches de peu. Avec ceux de la limite, disparaîtrait bientôt sans doute un pan de la mémoire de l'humanité, et le désert privé de ceux qui savaient encore l'exploiter porterait alors vraiment son nom. Agadez, la ville aux murs couleur de sable, est un carrefour de peuples, de routes commerciales, un centre de négoce, une escale aux portes du désert. À l'étape des caravanes, les Touaregs y côtoient les Arabes, les Peuls, les Aoussa. La légende raconte que la ville fut créée par Younous, le premier sultan, à l'endroit où sa lance s'était plantée en terre. Les sécheresses successives ont poussé les populations du désert vers la ville. Mais pour pouvoir y rester, il faut de l'argent. Alors, tout est bon pour survivre. Et l'on est cracheur de feu, griot, marabout, dresseur de serpents ou mendiant plus simplement. La grande affaire, c'est le commerce.
La place centrale est un marché où il est possible de trouver de tout. Des postes de radio ou pièces automobiles venant d'Arabie Saoudite ou du Nigeria, jusqu'aux produits maraîchers des oasis. La mosquée est le centre historique. La ferveur de l'islam noir s'y exprime chaque semaine à l'occasion de la grande prière du vendredi. La tour carrée du minaret de la mosquée est renforcée par 13 rangées de pieux en troncs de palmier qui dépassent à l'extérieur. Certains disent que c'est pour éloigner les mauvais génies. Sur le toit de la pension Télite, l'hôtel des voyageurs du désert, Monique Brandilly attend un messager, Djibir, nomade peul qui doit la conduire jusqu'à son campement. Ah, Djibir, comment ça Alors, va? Monique, bonjour. Ça va bien? Vous allez ça va bien? Et la santé? C'est une bonne nuit, et ça la va famille? bien, merci. Et cette chaleur, ça va? Bien, merci. Masha'Allah. Est-ce que tu veux prendre un peu de thé? Non, merci. Je suis prêt pour aller au campement. C'est toujours d'accord pour aller dans ton campement? Oui, il y a les guéroles qui se préparent pour bientôt. Très bien. On y va? Les Peuls ne vivent pas à Agadez. Ils y viennent seulement pour le marché et leurs campements sont à bonne distance de la ville. Ce sont des éleveurs de vaches toujours en quête de pâturage, se faufilant entre les terres des agriculteurs sédentaires, leur domaine nomade s'étendant sur des milliers de kilomètres du Sénégal jusqu'en République centrafricaine. Est-ce que ton campement est encore loin? Non, le campement n'est pas encore loin d'ici. On est à une distance quelconque. J'ai eu pas mal d'études sur les Peuls et en fin du compte, on ne sait pas avec certitude s'ils viennent de l'Est de l'Afrique ou de l'Ouest. Qu'est-ce qu'on dit chez toi? Mais on dit chez moi que le Dieu a créé l'homme, après il a créé les vaches et le tout il a donné à la femme. Ah ben dis donc, c'est flatteur pour la femme Peul, ça. Ah oui, parce que l'homme Peul, sans la femme Peul, en tout cas, il n'est rien. Et jamais de Peul qui n'aurait pas de vache. Oh, si tu n'as pas de vache, on te dit que tu es bourru. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es tout simplement comme un imbécile. C'est vrai que les campements se déplacent très souvent et qu'il n'y a pas de maison construite chez les Peuls. Oui, mais Monique, comme vous le savez, le Peul, c'est un nomade. Donc, à chaque instant, il se déplace, il est à la recherche de points d'eau et du pâturage. Et par ici, il y a des puits ou c'est seulement l'eau de la saison des pluies qui reste en mare? Bon, il y a des puits, mais dans la saison des pluies, on abreuve les animaux avec les mares. Après Fachi, Mohamed a quitté la grande caravane pour rejoindre Timia, l'oasis où vivent les parents de Mounir. Il entre dans le massif de l'Aïr en passant par les grandes dunes d'Arakao. Je te fais passer là justement parce qu'il y a des gravures. Je vais te montrer des gravures. Il y a des très belles. Tu vois ça? Il y en a comme ça tout le long de la falaise? Oui, il y en a quelques-uns, oui. Quelques-uns? Yeah. Est-ce que c'est vieux? On dit c'est Kelirou. Kelirou? Oui. Kelirou, c'est quoi? C'est les anciens. Les anciens, les gens d'avant? Oui, c'est avant les Touaregs. Avant les Touaregs. Oui. Donc très très vieux. Très vieux, oui. Et tu imagines comment était la région à cette époque-là? Moi, je l'ai toujours vu comme ça. Hein. Je ne sais pas comment il était avant. Tu imagines qu'il pouvait y avoir une rivière ici? Un petit peu plus loin, il y avait des pâturages, il y avait des pêcheurs, certainement des poissons, les artistes en train de dessiner les animaux. Ça, moi, je ne crois pas ça. Est-ce que Mounir, il connaît ces animaux? Il connaît ces trois antilopes là. Les biches Robert. Les biches Robert, oui. Et les girafes là-haut? Les girafes, ça fait très longtemps qu'on n'en voit pas dans l'Aïr. Il n'en a jamais vu?
Non, il n'a jamais vu ça. Cette bête-là, je ne sais pas ce que c'est, mais ça aussi, on ne le voit plus ici. Les autruches, les antilopes, on en voit quelques-uns encore là. Ouais, mais toi qui dis que c'est pas possible, pour qu'il y ait des animaux comme ça, il faut qu'il y ait du pâturage, il faut qu'il y ait de l'eau, non? Bah oui. Dans les fonds de vallée comme ça, il y a des débris un peu partout. Il y a les traces des kellerous. Les gens d'avant, toujours. Ouais, il y a des objets avec lesquels ils travaillent. Tiens, et là, il y a un pilon. Et ça, c'est des objets qui servent encore maintenant, qui sont peut-être anciens, mais qui sont encore utilisés dans les caravanes ou... Celui-là, si c'est un peu plus long, ça peut servir à piler ou à écraser quelque chose. Et le pilon, ça va avec... Il y a une mêle là. C'est beau ça. Voilà. Tu me fais ça. Crash. Pour le mille. Ouais, la galette, tout ça. Est-ce que tu nous fais des crêpes là? Ouais, si tu veux. Tu peux faire les crêpes, tu peux faire la galette, tu peux faire tout ce que tu veux. Et on en trouve beaucoup. On trouve quelques-unes. Encore. Et les gens continuent à s'en servir? Ouais. Attends, regarde. Mais c'est remplacé par le... Tiens, ça c'est... Regarde ce que j'ai ramassé ce matin. Ça c'est plus récent, on dirait. Pourquoi c'est plus récent? Un beau dessin. Parce que là, le dessin est plus grossier. Bah, celui-là déjà, le dessin est disparu avec le vent. C'est easy. Celui-là est usé, la poterie est très grosse aussi. Ouais. C'est pas la même épaisseur. Et ça? Ça c'est un objet, c'est peut-être un couteau ou un truc pour faire des dessins. Ça, tu sais ce que c'est? C'est un couteau, ça, c'est pour te raser la barbe. Non, ça c'est pour écrire ça. C'est pour écrire. Regarde, non, tu sais, on trouve de tout. Regarde, des racloirs, on fait des éclats qui servaient à enlever la viande qui était sur la peau quand les gens avaient fait la chasse, etc. Bah, c'est vrai. Ici, Mohamed, on a de la visite là. Ah si, il y a quelqu'un là-bas avec un chameau. Ah, tu sais, le désert pour moi c'est assez extraordinaire. C'est au moment où tu penses que tu es quand même tranquille. C'est l'endroit où tu es le plus tranquille que tu vas rencontrer quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il peut faire là? Allah. Bah, c'est ce que nous allons voir quand on va la rencontrer. C'est ça que va barat. Salam alaikum Haris. Ayan. Kham. ما ادري كان تقول بس ما تنفع ايوه خام الخير ميجان زقرت ميجان ايوه ميجان يا ازقر مراكي سيد ايوه ارصد ان شاء الله ارلق اغطوا فوق Bon, qu'est-ce qu'il a dit, Mohamed? Il dit qu'il cherche ce chameau, je ne sais pas où est-ce qu'il va les trouver. Il cherche ses chameaux? Oui. Ses chameaux? Oui. Et comment il peut les retrouver? Oh, je ne sais pas, il peut être dans l'oued où on a dormi ce matin, là. Donc son campement est un peu dans l'Aïr, il est à la recherche de ses chameaux. Tout seul? Oui. C'est le dernier bivouac dans le sable avant de trouver les pistes caillouteuses de l'Aïr. Il faut accomplir encore les gestes de chaque soir, décharger les chameaux, soigner les plus enrhumés avec un peu de tabac,
préparer la togela, le pain en forme de galette que l'on met à cuire dans le sable rendu brûlant par les braises. Et puis, parler et rire, en attendant le moment où apparaîtront les étoiles. Sirius au sud et Orion, à Manar en Tamatchek, le guide des voyageurs du désert. C'est la vie du nomade. Ouais. Chez nous, on dit quand tu veux faire un bon thé, il faut des temps, des amis et des braises. Et des braises, et du temps surtout. Oui, et du temps surtout. Et chez nous, on dit aussi que le premier thé est fort comme les lions, le deuxième est doux comme l'amour, le troisième c'est rien, c'est l'eau sucrée, c'est pour les enfants. Ça, c'est parce qu'on utilise le même thé pour les 3 thés successivement. Oui. Mais bon, dans la tradition touareg, normalement, quand tu prends le premier thé, tu es obligé de prendre le troisième thé aussi. Antada. Celui-là, c'est le plus fort. Hein. Oui, mais tu m'as dit que c'est le remontant. Oui, c'est un bon remontant. Pendant que les camions d'Okavango, guidés par Liman, se dirigent vers les gisements de dinosaures de Gadoufawa, Malik et Nicolas cherchent un des plus importants sites archéologiques du Sahara, la vallée d'Iwelen. Le site d'Iwelen a été découvert et étudié à partir de 1979 par les archéologues de l'Orstom, Jean-Pierre Rosé et François Paris. Les scientifiques ont prouvé que les tessons de poterie, les pointes de lance, les gravures et les tombes étaient de la même époque, permettant de dater l'occupation du site au post-néolithique entre 3400 et 2000 ans avant nos jours, au cours de la dernière période humide. Les collines d'Iwelen sont comme une galerie d'images d'une vie animale et humaine que le désert n'avait pas encore anéantie. D'où venaient donc ces populations qui ont remplacé dans l'Aïr les hommes du néolithique chassés par la sécheresse? Ici, l'histoire du Sahara s'est figée dans le temps. Témoin d'une culture à jamais disparue, Iwelen en est le plus fantastique musée grandeur nature. C'est incroyable, il y a toute la faune africaine. Rhinocéros, éléphants. Et le plus étonnant, c'est qu'il y a même des oiseaux. Il y a des ibis, enfin, ce qui peut ressembler à des ibis, peut-être même des flamands, des autruches. Les autruches, il y en a encore ici. Oui, il y en a beaucoup, ouais. C'est très émouvant parce que on imagine que l'artiste a peut-être contemplé d'ici les 2 girafes. Et là au milieu, ce qui est très caractéristique de la manière dont les sculpteurs de l'époque représentaient les hommes d'Iwelen, ce guerrier qui peut-être partait à la chasse aux girafes, avec cette tunique cintrée à la taille, assez court vêtue, armé, la lance dans la main droite, le bouclier dans la main gauche. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est la représentation du visage, hein, avec cette forme un peu tulipée. Je ne sais pas si c'est une vue de l'esprit. Et là... Là, c'est le char qui est tiré par 2 chevaux. En fait, c'était donc avant l'époque des chameaux. Avec l'aridité des terres et l'avancée plus aussi des populations, les gens ont abandonné le char pour prendre le chameau. Le chameau qui est venu d'Asie mineure 3 ou 4 siècles après Jésus-Christ. Et ça, c'est un témoignage essentiel pour évoquer cette période du passé très lointaine, lorsque les chars et les chevaux étaient associés dans le désert.
Alors là, il n'y a plus d'animaux sauvages, c'est juste un animal domestique visiblement. Hein. Là, à droite, on a une vache, qui est d'ailleurs très grosse, et qui a des grandes cornes. Et devant la vache, il y a un homme couché, qui a quand même une lance dans sa main. Et alors, les scientifiques qui ont étudié le site ont noté qu'il y avait une certaine similitude entre cette vache qui est là d'ailleurs pour rappeler que les hommes d'Iwelen étaient des pasteurs et les vaches d'autres pasteurs contemporains de notre époque, les Peuls qui vivent dans la bande sahélienne. Et de là à se demander s'il n'y avait pas des liens entre les Peuls d'aujourd'hui, dont l'origine reste une énigme, et les hommes d'Iwelen, évidemment, c'est un raccourci peut-être un petit peu rapide. En tout cas, la question vaut d'être posée. Allez. On va passer là. Tiens, là on voit bien ce qu'on a vu d'hélicoptère tout à l'heure, tu vois là. Le tumulus à cratère, oui. Et ça c'est très caractéristique des sépultures sur Iwelen. Je crois qu'ils en ont à peu près répertorié une 60aine. Alors toutes ne sont pas dans le même état, ils en ont ouvert quelques-unes, ce qui leur a permis de trouver quelques corps et de constater que c'était des tombes pré-islamiques, car les corps ne sont pas tournés vers l'est comme dans les tombes islamique. Le corps est posé à même le sol, il est recroquevillé sur le côté. Et en plus, ils ont trouvé dans certaines tombes quelques morceaux de poterie ou des poteries, ce qui leur a permis, par le procédé de datation radiométrique, de confirmer donc que l'ensemble du site est à peu près entre le milieu du 4e millénaire avant nos jours, c'est-à-dire 3500 ans avant maintenant, et 2100 ans avant maintenant, donc pour l'ensemble de la région. Et l'une des caractéristiques aussi des sépultures d'Iwelen, c'est qu'elles sont dans l'oued. Ça veut dire aussi que les habitants sont plus proches de leurs morts. Ils enterraient leurs morts à côté de leur campement. Guy, je t'apporte le GPS. Merci. Tu vas voler plein sud? On va partir plein sud, ouais. D'accord. Moi, avec l'image, je vais aller travailler sur le dinosaure qui est à côté du camp. Donc, on s'appelle par radio. D'accord, on reste en contact. À plus tout à tard. l'heure. Didier Dutheil, paléontologue d'origine peule, travaille depuis 6 ans sur les gisements de dinosaures africains. Le Ténéré est pour lui un véritable Eldorado. Ce vaste linceul de pierre et de sable constitue une documentation d'une extraordinaire richesse sur l'histoire très ancienne du Sahara, entre 110 et 140 millions d'années. Plusieurs gisements de dinosaures se répartissent ainsi autour de l'Aïr, massif montagneux appartenant au socle de l'Afrique, et témoin d'une époque où toutes les terres émergées ne formaient alors qu'un unique continent, le Gondwana. Le plus important de ces gisements est sans conteste celui de Gadoufawa, particulièrement difficile d'accès. Ce qui explique peut-être l'origine du nom qui en tamatchèque signifie « le lieu où les dromadaires prennent peur ». Pour essayer de découvrir de nouveaux squelettes sur cette bande de 150 km de long sur 5 de large, Didier Dutheil a demandé au pilote d'Okavango, Guy Bertrand Jacquier, d'effectuer une recherche aérienne. Waouh! Waouh! Là, on a affaire à un dinosaure qui est vraiment très particulier. Hein. C'est un Ouranosaurus. Ouais. Tu vois. Là, il y a la colonne vertébrale. Ouais. Ça, c'est une expansion de la colonne vertébrale. C'est des épines neurales. Ouais. Et en fait, ce dinosaure avait des immenses épines. Et ça formait un voile. Tu vois. Et ce voile, en fait, lui permettait de réguler sa température à l'intérieur. Il nage dans l'eau comme les poissons? Non, non, pas du tout, non. C'est un animal qui est terrestre. Il marche
sûrement à 2 pattes, Ouais. peut-être à 4 pattes. Ouais. On sait pas vraiment. Mais ça, c'est merveilleux parce que c'est vraiment le symbole des dinosaures de Gadou-Fawa. Ouais. C'est vraiment super. Hein. DJ pour Guy Bertrand, répond. Ok DJ, écoute, je crois que j'ai repéré quelque chose. Je descends voir et je te rappelle. D'accord. N'oublie pas de prendre le point GPS, s'il te plaît. D'accord, ça marche. Alors, là, tu as ce qu'on appelle une scapula. C'est une omoplate. Ouais. Et là, cette scapula, elle est en connexion avec le coracoïde. Ouais. Le coracoïde, c'est un os qu'on a ici. Et pourquoi sur cet animal, il y a seulement un seul... Un seul. Ben, peut-être qu'il y en a un deuxième. Regarde, là, tu as un coracoïde. Là, tu as un autre coracoïde. Ouais. Et cet os, il est en connexion avec l'humérus. Et là, tu as un très bel humérus. Ouais. Tu as quelques côtes, là. Ouais. Une autre côte. Là-bas, regarde, tu as une vertèbre. Elle est un peu érodée par le vent. Elle est un peu polie par le vent, mais on voit bien la forme de la vertèbre. Et normalement, cet os recouvre... DJ pour Guy Bertrand, je t'entends. Voilà, écoute, fausse donne là, c'était un tas de cailloux. Je vais un peu plus loin sur le sud et je te rappelle. Hein. D'accord, merci. Oh, Bien. À mon avis, vu d'en haut, on doit vraiment bien voir les gros dinosaures comme ça. Ça doit se voir assez facilement. Enfin, Elle est morte depuis quand, cette espèce de dinosaure? 110 millions d'années, c'est exactement le même âge. Tous les fossiles ici ont 110 millions environ. Mais bon, c'est sûr que tous les fossiles qu'on trouve sur Gadou-Fawa ne se sont pas déposés en même temps. Hein. Il a fallu des milliers d'années pour que tous ces squelettes s'accumulent. Et en fait, on les trouve à différents niveaux. DJ, je t'entends très clairement. J'ai trouvé un squelette sur un petit monticule. Ça ressemble fortement à une petite muraille. C'est bien, je crois. Je descends un peu plus bas. Ouais, effectivement, c'est bien ça. Un squelette qui fait environ une dizaine de mètres de long. C'est superbe. Je prends les points GPS, je rentre au camp et je passe sur le squelette du dinosaure au passage. À tout à l'heure. D'accord, j'ai hâte de faire le point au camp avec toi. À plus tard. À plus tard, terminé. Pour fêter sa découverte, le pilote du Swift se lance dans une série d'acrobaties aériennes. Même à Gadou-Fawa, trouver de nouveaux ossements n'est pas toujours facile. Les vents chargés de sable, qui soufflent en permanence, ensevelissent ou découvrent selon leur gré les squelettes des dinosaures. Le lendemain matin, plus au nord-ouest, Monique Brandilly arrive enfin au campement de la tribu de Djibir, son guide. Ce sont des peuls bororo que l'on appelle les Wodabé. Arrivés dans la région par petits groupes à partir de 1920, on estime aujourd'hui leur nombre entre 7 et 10 000. De nombreuses familles convergent vers le campement, car le bruit s'est répandu que la fête du Guéréwol allait avoir lieu. Voilà des troupeaux de vaches, là on approche. C'est derrière juste ces troupeaux que se trouve mon campement. Et dans ce campement, il y a seulement une famille ou est-ce qu'il y a plusieurs familles regroupées dans les campements? Tout dépend, il peut y avoir à peu près 3 familles regroupées dans un même campement. Je vous présente le vieux, c'est lui là, c'est lui mon vieux, c'est lui le chef de tribu de notre campement. Vous pouvez vous asseoir, hein? Je vous présente la maman. Alhamdulillah. Masha'Allah. Oh, Ma'adallah. Tahabaru. Oh, Ma'adallah. Mami Andi Tai. Hein? Non, wait.
Hein? Nam jao. Hein? Jao yete. Nam bi dengi. Le vent et le soleil, ça donne très soif. Oh, ça c'est sûr. Et surtout avec cette chaleur qu'on a de prendre l'axe aujourd'hui. Mais alors quand il y a beaucoup de soleil au milieu de la journée, on ne fait pas de l'ombre? Bon, si, on prend quelques couvertures de draps et puis on fait une petite tente de rien du tout, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Et quand il pleut? Bon, quand il pleut, on se met sous les nattes, hein, pas plus. Hein. Dessous, là? Dessous. Ou bien des fois, on se met devant les animaux, on les bloque et puis la pluie nous tombe dessus. Parce qu'on est habitué, c'est comme ça. Même quand il pleut, on reste dehors, comme on reste dehors, mais vous voyez comment se trouve le campement. Moi, je vois bien. Hein? Avec ces arbustes là à gauche, à droite, moi je pense que il n'y a aucun problème quand j'ai une natte sur la tête. Hein. C'est fini. Mais les arbustes, là, c'est pour empêcher les animaux de venir au milieu des gens ou c'est au contraire pour les empêcher de se sauver? Non, c'est juste pour prouver qu'il y a un campement. Donc il ne faut pas passer dessus, c'est une maison. Très bien. Hein? On a vu des mares, plusieurs mares en venant là avec les ânes. Est-ce que c'est cette eau-là que vous buvez? Oui, mais comme vous savez, hein, on n'a que ça en saison de pluie. Donc on ne peut pas puiser de l'eau de pluie. C'est ces mêmes mares qu'on a rencontrées en cours de route avant de venir ici. Et sans que l'eau soit filtrée, hein, vous voyez. Et vous n'avez pas d'ennui de santé, notamment pour les enfants? Oh si, hein, parce que de tout temps, on arrive à avoir des troubles gastriques à gauche, à droite. Hein. Mais si les enfants ont des problèmes comme ça à cause de l'eau qu'ils boivent, est-ce que les mères les allaitent très longtemps, les petits? Les bébés nouveau-nés, pour ne pas leur faire boire de l'eau qui n'est pas toujours bonne, quoi. Bon, généralement, nous, la maman, elle les allaite pendant 2 ans. 2 ans? 2 ans. Ouais. Ouais, ouais. Les enfants, à partir de quel âge ou de quel moment est-ce qu'il y a un rituel pour qu'ils passent de l'état d'enfant à celui d'adulte? À l'âge de 18 ans, on est adulte. Donc, parce que la circoncision même s'est faite à l'âge de 18 ans. Hein. Si tard que ça? Si tard, oui. Et on compte les années? On compte les années. On compte les années. Bon, généralement, ce n'est pas les années qu'on compte, mais on compte les saisons pluvieuses. C'est-à-dire, même si dans 7 mois, il y a eu une pluie, 7 mois après, il y a une pluie, on considère ça comme un an. Alors ça fait des années plus courtes que les autres? Plus courtes que les autres, justement. Donc quelquefois, on a un peu moins de 18 ans. Ouais, moi, on peut avoir 15 ans et puis tout en pensant qu'on a 18 ans. Tu me disais qu'il y a chez les Peuls ici des grands concours de beauté des jeunes gens. Alors, ceux qui peuvent faire ça, il faut qu'ils soient déjà circoncis et qu'ils aient déjà 18 ans. Ah, certainement. Si on n'a pas 18 ans, comment on va se marier? Le guéro là en tant que tel, c'est quoi? C'est un mariage, c'est un concours de beauté. D'après une légende, l'ancêtre des Peuls fut proscrit de la Mecque parce qu'il refusait de renoncer à la danse guéréwol. Pour ce concours de beauté, de chant et de résistance, chaque clan désigne les hommes les plus beaux. Le maquillage est essentiel pour se préparer à la danse. La blancheur des yeux est soulignée avec du kohl. Les lèvres sont noircies d'un mélange de cendre et de beurre. Le visage est enduit de poudre ocre et de graisse pour le faire briller. Coiffés d'une plume d'autruche, ils portent à la cheville des grelots de fer pour rythmer la danse. La cérémonie symbolise le renouvellement de l'alliance entre tous les clans. Elle est le pivot de la vie tribale des Wodabé,
est celle qui les caractérise le mieux. Se déplaçant sur la pointe des pieds pour paraître très élancé, c'est à qui manifeste le plus d'expression en roulant des yeux et en exhibant une denture éclatante. Chacun essaie ainsi d'attirer l'attention des jeunes femmes de l'autre clan, à qui revient, à la fin de la cérémonie, la responsabilité de désigner le plus beau danseur. Celles-ci, les yeux baissés, observent à la dérobée les participants et d'un balancement de bras désigneront l'homme de leur choix. Commencé dans l'après-midi, le Guéréwol se prolongera très tard dans la nuit et se répétera 7 jours durant. Cette fête marque le début de la saison sèche qui entraîne la dispersion des peuls. Ces voyageurs de l'errance se retrouveront l'année suivante pour le renouvellement de l'Alliance. Entouré de palmiers et de jardins, Timia est le plus important village du massif de l'Aïr. La ligne de verdure le long de l'Oued contraste avec l'univers minéral qui l'entoure. Après 2 mois d'absence et d'incertitude, le retour de la caravane est toujours un événement considérable. Mohamed et Pierre poursuivront seuls leur voyage jusqu'à l'Oued de Tiden, où doit être célébrée la fête de Ghani, la naissance du prophète. Comment ça s'était passé? Ouais, il demande si ça s'est bien passé, si on n'a pas eu des choses fatiguées, si on n'a pas eu la tempête des vents, tout ça, Ouais. tout ça là. Et il voit que son fils est devenu un homme maintenant? Ah bah oui, là, toute la famille est contente de retrouver son fils. Et quand est-ce que on met le chèche? Parce que Mounir n'a pas de chèche, le Tagelmous. Ah, dans pas longtemps, parce que tu voyages encore. Cette mandibule, elle est vraiment très bien conservée. Hein. Ouais. Bon là on a, tu vois, c'est simplement c'est l'intérieur de la dent. Ouais. C'est transformé, c'est de la calcite ça. C'est un crocodile, c'est simplement c'est la mandibule ici. Et en fait ce crocodile, tu vois, il est très particulier parce que sa mandibule commence comme ça, elle est très un peu oblique. Et là en fait c'est un rostre. Et en fait les crocodiles qu'on connaît comme ça, tu vois, qui ont des rostres très longs, c'est des crocodiles qui mangent les poissons. Donc en fait lui il mangeait pas sûrement de dinosaures, il mangeait simplement du poisson. Il y avait des grands lacs et il mangeait des poissons qui étaient très grands. Ici on a trouvé énormément de poissons aussi fossilisés. Il y avait aussi un requin. On a trouvé des restes d'un requin et d'autres poissons qui mesuraient à peu près 3 mètres de long. Tu vois, un crocodile comme ça, entier, devait mesurer 10 mètres, peut-être 12 mètres. On l'appelle Sarcosuchus imperator. C'est l'empereur des crocodiles.
Sur le chemin du gisement découvert par Guy Bertrand Jacquier, Liman et Didier traversent un site recouvert de troncs d'arbres silicifiés, daté aussi d'environ 110 millions d'années. Preuve qu'à cette époque, une grande forêt recouvrait cet espace aujourd'hui désertique. Tu vois, ça, c'est tout ça autour. Il y a une trentaine de squelettes de dinosaures qui sont autour. Comment est l'espace à cette époque? Alors l'espace était complètement différent. C'était pas un désert. Il y avait au sud de Gadufawa, il y avait des montagnes au Nigeria. Et ces montagnes, il y avait des rivières qui partaient de ces montagnes. Il y avait des cours d'eau qui coulaient du sud vers le nord. L'Aïr n'existait pas encore. Et ce que tu peux remarquer, c'est pas du sable. Non, en fait, pas du sable. En fait, ils sont enfouis dans de l'argile. Ça devait sûrement être un lit de rivière assez important, qui devait être bordé par de la végétation, par des forêts. Je ne sais pas exactement le sens du courant, mais il a entraîné toutes ces carcasses dans un seul endroit. C'est vrai qu'il y en a une trentaine ici. Comment est-il ces dinosaures? On les trouve seulement dans l'Afrique? On les trouve, ce type-là, je pense qu'on le trouve uniquement à Gadufawa. Il est spécifique à cette région. Sur 110 km, on peut trouver ce genre de dinosaure. C'est un iguanodon. On va voir d'autres? Bah oui, on peut aller voir d'autres carcasses là-bas. Ouais, il y en a parce qu'il y en a beaucoup. T'as vu Liman, là, il y a des jumeaux. Des jumeaux qui sont côte à côte. Pourquoi ils sont côte à côte comme ça? Je sais pas, peut-être qu'ils étaient mariés. Mais bon, c'est pas certain ça. Hein. Celui-là, il est très bien, celui-là. Là. Ah oui, celui-là, il est grand. Hein. Combien de temps il pose par rapport à sa poids? Combien, il a combien de dimensions là, simplement, par rapport aux êtres? Bon, on n'a pas entièrement la queue et la tête, mais déjà on peut voir qu'il mesure à peu près facilement 4 mètres de long. Hein. On peut imaginer que c'était peut-être son poids était peut-être un peu moins que celui d'un éléphant. Un éléphant adulte, ça pèse à peu près 4 tonnes, 5 tonnes. Celui-ci, peut-être qu'il était un peu moins volumineux, mais c'était quand même un animal relativement important. Hein. À cette époque où existent ces animaux, est-ce qu'il existe d'autres animaux bien sûr, mais spéciaux par rapport à... Il y avait les animaux qui le chassaient. Hein. Donc c'était d'autres dinosaures qu'on connaît, qu'on a trouvés ici sur le site. C'est des dinosaures prédateurs qui ressemblaient un petit peu au Tyrannosaurus rex. C'est vraiment prédateur. Il marchait avec 2 pattes, celui-ci aussi marchait avec 2 pattes, avec des dents très coupantes. Peut-être il faut qu'on essaye de creuser ou à gauche ou à droite pour essayer de trouver des... Tu sais, ça serait très long. Si on commence une fouille sur ce dinosaure, il faut 2 mois. Si on travaille pour creuser tous les squelettes qui sont autour, on va rester 1 an. Oui, sûrement, oui. Ça va, Monique? Vous avez choisi un endroit stratégique à Agadez pour écouter vos musiques. C'est somptueux. Ce sont des chants Toubou. Chant du Tibet, les filles du Tibet, les jeunes filles. Regardez ça. Le minaret éclairé avec le soleil qui est en train de tomber. Et Agadez, qui est vraiment une ville lumière. On a l'impression que c'est un phare au milieu du désert avec toute cette architecture ocre en pisé. Taman Rasset et Agadez, c'est quand même 2 villes mythiques du désert. Alors, ethnomusicologue Monique, c'est un nom un peu barbare pour nous. On connaît les ethnologues, éventuellement les musicologues, mais alors les ethnomusicologues? Poser la question, c'est y répondre, c'est approcher les populations, les sociétés plutôt, à travers la musique et la manière de faire la musique. Pas seulement la musique. C'est la différence avec le musicologue qui étudie la musique éventuellement en dehors de toute contingence. Nous, notre particularité, c'est d'étudier la musique dans une société, dans son milieu social, avec toutes ses significations sociales. Et indépendamment d'être un lien social, est-ce que la musique chez ces peuples et le chant est une manière de faire vivre la culture, de la transporter, de la déplacer?
De la déplacer. De génération en génération. Exactement, de se transmettre des traditions et une échelle de valeur, notamment dans les chants des femmes. Elles chantent la louange des hommes, donc les hommes se conforment au modèle qu'elles donnent pour être chantés par les filles, en quelque sorte. Donc c'est une manière de maintenir une culture. Et c'est pas trop dur d'être une femme chez les Toubous, que ce soit une étrangère ou une femme Toubou? Bien, c'est pas dur d'être une femme chez les Toubous parce qu'en fin du compte, c'est une population où les femmes sont très bien considérées, de même que chez les Touaregs d'ailleurs. Et les gens sont musulmans, très sincères et très religieux. Mais les femmes ne sont pas voilées, elles ont beaucoup d'initiatives. Par la force des choses, dans une culture si difficile, les hommes voyagent pendant des mois. Donc ce sont les femmes qui assument toutes les obligations du campement, y compris éventuellement leur défense et celle de leurs enfants. Et les Touaregs et la musique, vous avez étudié cela aussi? J'ai un petit peu étudié, beaucoup moins naturellement que les Toubous, mais les Touaregs ont aussi une musique très intéressante et notamment les femmes ont une part très très importante dans la musique. Alors chez les Toubous, les femmes ne jouent d'aucun instrument de musique, leur rôle c'est de chanter. Chez les Touaregs, les femmes jouent des instruments de musique qui sont presque partout des instruments d'hommes, le tambour tindé qu'on va avoir la chance de voir dans 2 jours, mais aussi un petit instrument à cordes qui fait une musique intimiste et très belle et qui est un instrument d'hommes partout, on peut dire, de la mer Rouge à l'Atlantique, sauf chez les Touaregs. Donc, dans toute la zone saharienne, si vous voyez une femme jouer d'un instrument à archet, vous pouvez être assuré qu'elle est de culture touareg. Très bien. Eh ben, on va laisser le soleil chuter sur l'horizon d'Agadez. Et puis, 3h30 de piste, et on ira rejoindre les Touaregs pour cette cérémonie à laquelle nous n'avons jamais assisté. Plusieurs fois rechargé au cours de la nuit, le feu est ranimé aux premières lueurs de l'aube. L'école se déplace avec les familles au gré de la nomadisation. C'est par elle que passe l'avenir des Touaregs, avec cependant la crainte pour les parents que tout enfant scolarisé ne soit perdu pour le nomadisme et n'aille en ville grossir les rangs des laissés pour compte. Qu'est-ce que nous avons dit du carré? Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Le périmètre. Le carré c'est quoi? Le carré à 4 côtés égaux. Tu parles du ciment? Oui. Le carré à 4 côtés égaux. Oui. Le carré est un quadrilatère. Oui. Et ça? Le carré est un quadrilatère. Oui. Le carré est un quadrilatère. Le carré est un quadrilatère. Qu'est-ce que nous avons dit sur le périmètre, Mohamed? Il va nous montrer le périmètre du carré. Oui. Dis-moi. A, B, C, 2, A. Oui. A, B et C et D, A forment donc le périmètre du carré. Vous prenez vos ardoises, vous cherchez le demi-périmètre d'un carré qui a 20 cm de côté. Oh, ça va Mohamed? Ça va bien et toi? Ça va bien. Ça va bien passé le voyage? Écoute, nous le désert a tenu ses promesses, et vous? Nous aussi, mais on est arrivé avec le chameau avant les moteurs. La caravane s'est bien passée? Ça s'est très bien passé. Bon, est-ce que la fête est prête? Parce que Monique, elle est là avec son magnétophone et elle trépigne. Hein. Bon, la fête est prête. Et qu'est-ce que vous avez vu les chameaux là? Vous avez croisé les chameaux? Ils sont beaucoup de chameaux, oui. Il y a plein de gens qui arrivent et puis la fête, ça se prépare. Tu vois, ce qui est quand même assez extraordinaire pour nous, les Occidentaux, quand on arrive dans un coin aussi reculé et aussi démuni, c'est que les hommes et les femmes ont de l'allure.
Et là-dessus, peut-être que nous les Occidentaux, on a quelques leçons d'esthétisme à prendre. Hein. Tout le monde est beau ici. Hein. Merci. Je parlais des Touaregs. Hein. Mais ça va. Bon, on va se préparer pour la fête. Entendu. Je vais me changer pour la fête. On va changer pour la fête. لا لا شاكو شاغني يتتم صالح كان تدا غورا غيرانا رنا تدا لك ما يغني ما سيتك Une fois par an, les Touaregs de l'Aïr vivent une folle nuit. À l'occasion de la fête de Ghani qui célèbre la naissance du prophète, ils organisent un tendé. Les hommes, emmenés par Malik et Mohamed, ont revêtu leur tenue d'apparat et placé les plus belles selles sur leurs chameaux. Ils vont accomplir un carrousel autour des femmes. Le jeu consiste à s'emparer du voile de l'une d'entre elles. Celui qui reprendra l'étoffe au ravisseur et le restituera à sa propriétaire sera le vainqueur du tendé. Merveilleux moment pour terminer malheureusement cet itinéraire saharien ici au cœur de l'Aïr. Un itinéraire qui nous aura permis de découvrir plus encore l'un des chefs-d'œuvre de la création ou de l'évolution, le Sahara, et surtout d'y rencontrer, comme les Touaregs, quelques-uns de ceux qui y vivent, des images comme là d'une grande pureté qui nous montre que décidément sur une même planète, dans une unité de temps, il peut y avoir des moments de vie si différents, si éloignés et si proches à la fois. Auprès de ces femmes et de ces hommes qui incarnent une certaine idée de la liberté, tout près de la tombe d'un des leurs, qui est né ici et qui malheureusement a été enterré récemment, tout près d'ici, Mano Dayak, qui fut l'un de ces artisans courageux de la liberté, comme le monde en a compté, et comme il en compte heureusement encore aujourd'hui, et à qui les uns et les autres nous sommes certainement redevables de notre propre part de liberté. C'est donc ici, dans le fief de Mano Dayak, tout près de cette oued biblique, que se termine également ce long périple africain d'opération Okavango, un voyage qui nous a montré que pour peu que l'on s'éloigne des sentiers de la haine et de la vanité, il y a de par le monde, comme ces oasis dans le désert, quelques refuges intacts de la beauté de choses et qui nous aura permis de prendre conscience de l'extraordinaire variété de la vie sous toutes ses formes, qu'elle soit végétale, animale ou humaine. Et c'est sans doute cette grande diversité qui constitue l'héritage essentiel du XXe au XXIe siècle, un héritage très précieux, mais malheureusement vulnérable et fragile. Et plus encore, Opération Okavango aura été une odyssée jalonnée de rencontres exceptionnelles avec ces petites communautés qui vivent à l'écart de tout et qui sont ignorées de tous, ce que l'on appelle les oubliés du temps, comme les Imba dans le Kaokoland en Namibie, comme les Mikea qui vivent au cœur de Madagascar, comme les Karo qui vivent dans la vallée de l'Omo au sud de l'Éthiopie, ou encore comme ceux que Monique a rencontrés, les Toubou dans le massif du Tibesti au nord du Tchad. Et ces hommes et ces femmes nous auront délivré la plus belle des leçons, une leçon de simplicité et d'hospitalité, et nous aurons fait la plus magnifique démonstration de résistance, la résistance pour conserver un mode de vie, une culture, tout simplement une différence, et pour gagner et protéger une liberté, la plus belle des libertés, celle des Touaregs, celle d'être soi-même. Bonsoir.